l'économie du sport, tout le monde convient de dater sa naissance à une année précise, qui est 1956, l'année où Simon Rothenberg, un économiste américain, a publié un article sur le marché du travail des joueurs de baseball, de la Major League Baseball américaine. Un article que, enfin, si on ne le cite pas, on passe pour ignare aujourd'hui en économie du sport. Mais, donc il y a une antériorité américaine définitive. Mais les Américains font de l'économie d'une façon bien particulière. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à la faire. Ils font ce qu'on appelle, nous les économistes, de l'économie mainstream. C'est-à-dire, il y a un courant dominant en économie. Pour le faire bref, c'est un courant lié à ce qu'on appelle la théorie néoclassique d'inspiration libérale. Bon, mais il y a en économie d'autres courants, j'en citerai deux très brièvement. La théorie keynésienne, Keynes était anglais, il n'était pas américain, et puis la théorie marxiste. Alors Marx était européen, il parlait plutôt en allemand. Bon, donc il y a plusieurs courants en économie, et il se trouve que c'est un économiste libéral, néoclassique, mainstream, qui a eu l'idée géniale, le premier, d'écrire un article sur l'économie du sport, 1956. Alors pendant une quinzaine d'années, il n'y a pas eu beaucoup d'articles, même aux États-Unis. Mais en 1971, deux économistes américains, L. O'Leary et Kirk, ont écrit un article qui présente le premier modèle mathématique d'équilibre économique d'une ligue de sport professionnel, de sport d'équipe professionnelle. Alors ça, c'est vraiment la naissance parce que, comme vous le savez peut-être, l'économie ou la science économique s'est énormément mathématisée, en particulier dans son mainstream, à partir des années 70 précisément. Et donc il s'est créé tout un courant qu'on peut appeler anglo-américain, parce que les Anglais fonctionnent de la même façon, mais les Anglais se sont mis à l'économie du sport que dans les années 70, et dans tout cet horizon-là, on ne voit pas d'interdisciplinarité ou de multidisciplinarité ou de transdisciplinarité. Ce sont des économistes pur sucre, pur et dur, et ils ne veulent pas se mélanger avec d'autres disciplines. En Europe, je dirais que d'une certaine façon c'est plus intéressant, ce ne sont pas les économistes qui ont créé l'économie du sport. Alors, je suis un peu la preuve du contraire de ce que je viens de dire, mais je vais tout de suite rendre hommage à quelques références que j'ai en dehors de l'économie proprement dite. Il se trouve qu'au moment, dans les années 70, en Europe, il y a des gens que je qualifierais plutôt de sociologues. Alors, dans le cas des Français, ce sont typiquement des sociologues comme Christian Pocciello, qui doit être connu dans la maison, comme Bernard Michon à Strasbourg, comme Jean Camille à Lyon, qui étaient certes des sociologues, ou Camille un ethnologue s'intéressant au sport, faisant leur carrière sur la sociologie du sport, mais qui intégraient dans leurs analyses et dans les variables qu'ils prenaient en considération des variables économiques. Et donc un jour, Pocciello a pris contact avec moi en me disant « Moi, j'essaie de montrer que les joueurs de rugby ne jouent pas à tel poste ou à tel autre, et que dans les déterminants de leur choix ou de leur affectation à un poste, il y a des variables économiques. Par exemple, les postes nobles du rugby qui sont arrière et trois quarts, ce sont des professions libérales. Par contre, les tâcherons du pack, c'est des agriculteurs, enfin, c'est des gars, c'est costaud, quoi. Ils ne travaillent pas dans une compagnie d'assurance, quoi. Et il me disait, tu vois bien, il y a des déterminants économiques, mais est-ce qu'on peut en dire plus? Et j'ai trouvé que la collaboration que j'ai pu avoir avec des gens comme Pocciello, Michon, Camille, etc., était très enrichissante. Et effectivement, c'était un dialogue interdisciplinaire qui a conduit au fait que le même mouvement s'est produit en Allemagne, en Italie, mais en France, il est très très fort. Il est très très fort aussi parce que beaucoup de sociologues du sport étaient très, très influencés par Bourdieu, différenciation sociale, mais nous, les économistes, on sait parler de différences économiques ou d'inégalités économiques, donc ça s'emboîtait bien d'une certaine façon. Et donc, il s'est créé dans les années 80, on va dire, par convergence de ces travaux, quelque chose qu'on a parfois appelé en France la socio-économie du sport. J'ai des collègues qui se disaient socio-économistes du sport, c'était souvent des sociologues intéressés par l'économie, ou des économistes critiques, c'est-à-dire hors mainstream, c'est-à-dire qui ne se reconnaissaient pas dans la théorie libérale, mais qui se reconnaissaient plutôt dans le marxisme à l'époque, ou dans la théorie de Keynes ou autre.
ou dans les évolutionnistes, etc., qui disaient nous n'adhérons pas au mainstream, nous sommes critiques, et portons donc un regard critique sur la pénétration de l'argent dans le sport. Alors là, du coup, ils se retrouvaient très en phase avec les sociologues, qui portaient aussi un regard critique sur certaines dérives du sport, etc. Et donc, il y a eu cette socio-économie, ou parfois on l'a appelée aussi l'économie politique du sport. J'ai édité un ouvrage collectif en 89, intitulé « Économie politique du sport », dans lequel il y a des économistes, mais il y a aussi des sociologues. Il y a une question qui se pose vraiment, qui est est-ce qu'il y a un marché de la performance? Est-ce que je peux vous vendre ma performance sur un 100 mètres? Ou est-ce que je peux vous vendre ma victoire? Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que qui est-ce qui est prêt à acheter une victoire du Paris Saint-Germain? Un super fan du Paris Saint-Germain. Lui, il va au stade pour voir gagner le Paris Saint-Germain. Mais le téléspectateur, non, parce que le téléspectateur, ce qu'il veut, c'est un bon match. Donc il veut qu'il y ait un bon adversaire contre le Paris Saint-Germain pour qu'il y ait un match à enjeu, dont le résultat est incertain, où il y a du suspense. Voilà. Donc il y a des conditions de vente d'une performance quand on est au niveau d'une vente à un individu. Il faut lui vendre un spectacle de qualité. Après, on peut discuter qu'est-ce que c'est que la qualité d'un spectacle, mais il faut lui vendre un spectacle de qualité. Si vous organisez un match entre deux équipes nulles au fin fond de la Lozère, vous n'aurez personne, quoi. Voilà. Mais il y a une autre manière de répondre, et c'est celle-là qui est nouvelle, c'est celle-là à laquelle les économistes s'intéressent depuis une période plus récente, c'est n'y a-t-il pas, d'une certaine façon, un marché mondial de la performance sportive, non pas individuelle, mais des équipes nationales. Parce que vous pouvez vendre à une nation l'idée qu'elle est très bonne parce qu'elle gagne beaucoup de médailles. Vous voyez, il y a un monsieur qui fait ça des fois, qui serait un peu dans cette logique. C'est-à-dire, la France est bonne parce qu'on est compétitif, mais on peut l'être dans le sport. Et donc, en effet, on peut se poser vraiment la question, et des économistes ont répondu que ça a un sens de parler d'une sorte de marché des performances sportives mondiales. C'est-à-dire, il n'est pas indifférent, ni sur le plan de la notoriété, ni sur le plan de, comment dirais-je, du bien-être national, ni bien sûr sur le plan économique. Il n'est pas indifférent que ce soit l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde de foot en 1998, ou pour les Chinois, que ce soit la Chine qui remporte le plus de médailles en 2008 aux Jeux de Pékin. Et alors immédiatement, l'économiste se pose la question suivante qui est, alors si ça fonctionne comme ça, si ce n'est pas complètement neutre d'un point de vue économique, deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas des déterminants économiques de ces performances? Bon, pas de la performance individuelle, encore que un athlète qui est bien nourri, bien payé, etc., il va être peut-être plus performant que celui qui court pieds nus, etc. Donc ça pourrait même marcher au niveau individuel. Mais au niveau des nations, l'idée c'est est-ce que toutes les nations se trouvent dans un idéal coubertinien, elles sont toutes égales au départ. Et ça, un économiste ne peut pas y croire. Parce que dans les 200 nations du monde, il y en a qui sont très développées, il y en a qui sont développées, il y en a qui sont moyennement développées, il y en a qui sont sous-développées. Et quand on regarde le tableau des médailles, qui est-ce qui gagne? Les 3/4 des médailles vont aux pays développés. Et donc l'économiste enclenche un raisonnement en disant qu'il doit y avoir des variables économiques qui déterminent les gains de médailles. Et en effet, on s'aperçoit que les pays qui gagnent le plus de médailles sont caractérisés par l'une des choses suivantes, mais en général par l'ensemble des choses suivantes. Ils ont un produit intérieur brut par tête, c'est-à-dire un niveau de développement assez élevé. Ils ont une population qui n'est pas microscopique. Le Luxembourg est très très riche, mais il ne gagne pas beaucoup de médailles. Ils ne sont pas très nombreux, les Luxembourgeois. Le fait d'être le pays hôte des Jeux va aussi être favorable aux gains de médailles. Le cas de Pékin est absolument exemplaire à cet égard. Et puis après, on peut trouver d'autres variables, par exemple, qui sont moins économiques, mais qui sont peut-être socio-économiques au moins. Il y a des pays qui se spécialisent dans certains sports. Il y en a qui ont une culture sportive d'un certain type. Donc les sprinteurs, ils sont en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Les coureurs de fond, ils sont plutôt dans l'Est de l'Afrique. Les haltérophiles, ils sont dans les Balkans et en Turquie. Enfin, voilà. Et donc, si on intègre aussi ce genre de variables, on arrive à expliquer très bien la répartition des médailles entre les pays. Et éventuellement, si on a su expliquer ça, on peut peut-être faire des pronostics sur le coup d'après.
Économiquement, les grandes manifestations sportives, comme les Jeux Olympiques par exemple, sont déficitaires. Souvent. Souvent déficitaires. On peut prévoir que les prochains Jeux le seront. À Londres, oui, ils le sont déjà. Et il y a une expression anglaise qui parle de la malchance Oui, de celui la qui remporte, malédiction du gagnant. de celui qui Winner's remporte les curse. enchères. Voilà, alors, les économistes ne le disent qu'en anglais. Quand il y a une mathématisation et une anglicisation de l'économie, et donc de l'économie du sport. Donc le winner's curse. Et voilà d'ailleurs le stade, ou la malédiction le stade de du Londres. gagnant. Alors ça vaut, comme vous l'avez souligné dans votre question, ça vaut surtout pour les grands événements sportifs. Mais à la limite, ça peut s'appliquer même pour l'organisation d'un événement local. Mais ça ne prendra pas la même ampleur. Alors quelle est l'idée de cette malédiction du gagnant ? C'est que, prenons le cas des Jeux Olympiques que vous avez pris comme référence. Bon, les Jeux Olympiques, ils sont attribués selon un système qui est le suivant, qui est connu. Le CIO dit, en 2012, on veut organiser la prochaine Olympiade, c'est tous les 4 ans, donc ça tombe en 2012. Qui est candidat ? Alors, avant les années 70 à la question qui est candidat, il y avait une dizaine de villes qui se précipitaient en disant on veut organiser les Jeux. Bon. Et puis dans les années 80, ça a changé parce qu'il y a eu un grand désastre qui sont les Jeux de Montréal, qui ont eu un déficit record, 1 milliard de dollars environ ou un peu plus. Et alors là, le nombre des candidats s'est réduit. Et en 1900, enfin pour les Jeux de 84, le CIO a dû, alors qui était attribué vers la fin des années 70, le CIO a dû supplier une ville qui s'avère être Los Angeles d'accepter d'accueillir les Jeux. C'est la seule fois où le CIO a dû dire « s'il vous plaît, on veut une ville ». Parce que d'habitude, il y en avait plein, il y avait plein de concurrents. Et puis Los Angeles, ayant démontré qu'on pouvait ne pas être déficitaire, parce que les Jeux de Los Angeles n'ont pas été déficitaires, de nouveau, le nombre des candidatures a augmenté. Et donc, aujourd'hui, il y a entre 5 et 10 villes selon les Jeux, qu'ils soient d'hiver, d'été, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le CIO dit « Ah, vous êtes 5 ou 10 candidats. Bon, ben, vous avez jusqu'à telle date pour me présenter un projet. Et on prendra le meilleur. » Enfin, en tous les cas, les 100 et quelques membres du CIO voteront sur l'une des villes, plutôt que les 3 autres, ou les 4, enfin Londres contre Paris, par exemple, voilà, ou Madrid, mais au vu des projets. Alors, il est parfaitement naturel, et ça s'appelle un processus d'enchère. Ça ressemble à un processus d'enchère. On dit pas, on ne met pas au vote toutes les 30 secondes, mais à la fin, il y a des gens qui vont voter en comparant la qualité des projets. Et donc, les villes ont tout intérêt à présenter des projets qui apparaissent les plus, je dirais, mirobolants ou mirifiques. C'est-à-dire les plus beaux jeux possibles, parce que ça, c'est ce que veut le CIO, les plus beaux jeux possibles, mais depuis Montréal, les plus beaux jeux qui coûtent le moins cher possible. Donc il y a une emphase qui est mise dans les études préalables sur les bénéfices, les résultats positifs des jeux, la beauté, la qualité des jeux. Mais d'un autre côté, il y a une sous-estimation systématique des coûts. Alors dans le cas de Londres, il est connu, comme c'est avéré, je peux le dire, c'est déjà médiatique, donc ce n'est pas un scoop. On n'avait pas compté le coût des Paralympiques dans le dossier de Londres. Ah oui, mais les autres villes avaient mis les Paralympiques. Ça coûte les Paralympiques, c'est pas énorme, mais ça coûte. On n'avait pas compté la TVA, tiens, on avait oublié la TVA dans le bilan des Jeux de Londres. Londres a gagné. L'issue de la guerre des prix, c'est la disparition successive des concurrents. Et à la fin, on arrive soit à un duopole, il n'en reste plus que 2, soit même un monopole. C'est celui qui avait les coûts les plus faibles, qui a pu encaisser toutes les baisses de prix. Les autres ont fait faillite et lui, il reste tout seul. Et comme il y a des économistes qui travaillent chez Adidas, chez Nike, ils savent que c'est très dangereux. On ne va pas toucher au prix. D'ailleurs, les prix des articles de sport ne baissent jamais, ils augmentent. Et donc, les armes de la concurrence, c'est autre chose. C'est la différenciation des produits. Alors ça, on fait beaucoup de pubs. Moi, mes skis sont plus beaux que les vôtres parce ils ont une couleur huile d'olive et ils sont vernis. Ah, super. Bon, en fait, ils skient comme les autres, mais différenciation des produits, diversification de la production. Je vois que le marché du ski s'effondre. Je suis Rossignol. Je passe aux raquettes. Je me mets à produire des raquettes. Innovation.
Donc je change les matériaux de mes produits. Et il y a un type d'innovation très très particulier dans le sport. Et je dois cette idée à un sociologue, donc je lui rends hommage. C'est Pocciello, que je citais tout à l'heure, Christian Pocciello. Pocciello avait remarqué qu'on crée des produits pour euphémiser les pratiques sportives. Et donc moi j'en ai déduit la notion de innovation d'euphémisation. Alors qu'est-ce que c'est que ce barbarisme apparent? Probablement pas pour un philosophe, mais le citoyen moyen ne parle pas d'euphémisation tous les jours. Eh bien c'est de rendre l'effort sportif beaucoup plus accessible à des gens pour qui il est difficile. Donc par exemple, vous voulez faire apprendre, vous voulez enseigner à faire du ski à quelqu'un, si vous lui mettez des skis de 2 mètres de long, il va être très mal. Si vous lui mettez des skis qui sont longs comme des patins, il ne va pas tomber très souvent. C'est une euphémisation du ski, le petit ski court. Le casque, c'est une euphémisation. Le casque de cycliste, c'est une euphémisation. Parce que je ne veux pas envoyer mon enfant faire du vélo tant qu'il n'y avait pas de casque. Ah, maintenant, on met des casques, bon, il peut aller faire du vélo. S'il tombe, il ne sera pas une fracture du crâne. Il aura peut-être quelques bobos, mais voilà. Donc, des innovations qui permettent de rendre le sport plus accessible aux gens âgés. La raquette grand ami, on rate moins la balle avec une raquette grand ami, etc. Voilà. Et puis, surtout, la dernière stratégie qu'ont les firmes en oligopole, c'est d'envahir les marchés étrangers. Donc c'est le commerce international de l'article de sport, et de l'envahir éventuellement par 2 autres stratégies. L'investissement direct à l'étranger. Je construis une usine de production de chaussures au Brésil ou je ne sais quoi. Et surtout, la sous-traitance internationale où Nike, alors là, c'est pas Nike, c'est Puma, mais Puma a été depuis lors absorbé par Nike, je crois, donc Nike reste d'actualité. Nike est la firme emblématique pour avoir fait de la sous-traitance internationale. C'est-à-dire de faire produire pratiquement 90% de ses articles de sport en Asie. Ils produisent presque plus rien aux États-Unis. Aux États-Unis, Nike est une firme financière et commerciale, principalement. Et elle a délocalisé, comme on dit aujourd'hui, elle a délocalisé toute sa production, non pas en créant des usines à l'étranger, mais en passant des contrats de sous-traitance avec des producteurs chinois, indonésiens, pakistanais. Dans plusieurs études, on a montré, y compris dans les miennes, qu'il y avait une très bonne corrélation entre l'argent affecté au sport par l'État, parce que l'État peut l'affecter je sais pas quoi, au sport de masse, etc., et puis aussi au sport de haut niveau. Donc il y avait une très forte corrélation entre l'importance des fonds affectés au sport de haut niveau et le nombre de médailles olympiques gagnées, par exemple. Donc ça montre bien que l'État a cette préoccupation. Et puis alors, une deuxième, pour répondre à l'autre aspect de votre question, y a-t-il un homme politique qui aurait le courage de changer un peu cet état de choses? J'ai le pessimisme de penser que non. Juste une anecdote, alors c'était pas en Europe, c'était en Afrique, mais l'UNESCO m'a un jour demandé de faire une conférence devant les ministres africains des sports en 1992. Et j'ai suggéré que pour développer le sport en Afrique, les ministres en question auraient mieux fait de mettre plus d'argent dans le sport pour tous, pour le dire brièvement, et dans les équipements sportifs pour tous, plutôt que dans la recherche de gains de performance dans les compétitions internationales. 50 ministres ont pris la parole sur le thème « Comment un représentant du pays de Pierre de Coubertin est-il capable de nous faire une telle suggestion ?» Voilà, donc... et on utilisera éventuellement même Pierre de Coubertin pour maintenir l'état de choses ambiant. Les premiers modèles américains qui se sont développés en économie du sport ont démontré mathématiquement, ce que je ne ferai pas ici, que l'équilibre économique, c'est-à-dire la situation qui correspond au profit maximum pour la ligue et pour les clubs, n'est pas mathématiquement le même point que celui qui correspond à un équilibre de la compétition, c'est-à-dire à un équilibre entre les forces sportives des différentes équipes. Et ça, c'est une sorte de dilemme. C'est un peu ennuyeux pour les économistes d'avoir trouvé ce résultat. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, les économistes pensaient, et comme beaucoup de gens d'ailleurs, pas seulement les économistes, que plus la compétition est équilibrée, plus elle est incertaine, plus il y a de suspense, et plus ça va attirer de spectateurs. Et donc la théorie économique, à la fois, a créé un concept intéressant, mais était un peu mise en difficulté. Alors quel est le moyen d'en sortir ?
Eh bien, les Américains, qui sont pourtant plutôt des économistes libéraux, ont dit « Ah ben oui, il y a une solution, c'est la régulation. On va réguler, on ne va pas laisser tout aux forces du marché, parce que si on laisse la compétition sportive aux forces du marché, on aura le maximum de profit. » Illustrons cette image, c'est un match de la Nouvelle-Zélande Particulièrement déséquilibré. contre le Japon, c'est ça, je crois, oui. avec un score de 83-7. Nous sommes là, l'illustration de la limite du modèle. Voilà, et on peut se poser la question, qui est intéressé par un match gagné par 80 points à 3 points, ou quelque chose de ce genre. Alors pour combler cet écart entre ce qui serait équilibré d'un point de vue sportif et ce qui rapporte le plus d'argent, c'est-à-dire l'équilibre économique, les Américains ont décidé, dans leur sport professionnel, de réguler la ligue, l'activité de la ligue. C'est-à-dire, à la limite, de planifier. J'ai écrit un article quelque part disant que le sport américain est le seul secteur économique aux États-Unis qui est quasiment socialiste. Pourquoi ? Parce que, pour rééquilibrer les forces entre les équipes, il y a un système de redistribution de toutes les recettes entre les équipes. Donc, par exemple, les droits de télévision, mais aussi les recettes au guichet, tout ça est partagé entre les équipes. Et ensuite, il y a des règles terriblement contraignantes sur l'embauche. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la rookie draft. C'est-à-dire tout nouveau joueur rentrant dans la Major League Baseball est mis sur une liste. Il est classé d'après ses mérites sportifs sur une liste. Et les clubs sont obligés de choisir les joueurs qui sont sur cette liste dans l'ordre inverse de leur classement en championnat l'année dernière. Pourquoi ? Parce que, ce faisant, le club qui a fini dernier, il va choisir en premier, il va prendre le meilleur joueur de la liste. Le club qui était avant-dernier choisira le deuxième joueur meilleur sur la liste. Et quand le champion de l'an dernier viendra choisir, il lui restera les plus mauvais joueurs, enfin, ou les moins bons. Voilà, ça doit rééquilibrer les forces sportives. Pour la même raison, on a inventé dans les ligues nord-américaines la fameuse salary cap, c'est-à-dire le plafonnement salarial. Pourquoi ? On va plafonner la masse salariale des clubs pour que les plus riches ne puissent pas attirer tous les meilleurs joueurs en promettant les salaires les plus élevés. Donc ça doit contribuer à rééquilibrer. On a inventé la luxury tax, c'est-à-dire les clubs qui dépensent trop en salaire sont finalement taxés et le produit de cette taxe est redistribué aux clubs qui, eux, ont des masses salariales plus faibles. Donc aux États-Unis, je comprends bien qu'il y a une sorte d'avancée planificatrice à cet égard, mais ce n'est pas le cas. Si vous prenez par exemple, je sais pas, le championnat de la Ligue anglaise, la compétition existe-t-elle encore ? Voilà, le concept d'équilibre compétitif n'est-il pas que il est remis en question assez régulièrement. Un peu opératoire. Oui. Et alors là, c'est une comparaison qui est très très intéressante sur le point que vous indiquez, c'est que les ligues européennes, y compris anglaises, étaient beaucoup plus régulées naguère qu'elles ne le sont depuis 1995. Par exemple, en matière d'embauche, il y avait une régulation très forte qui a été cassée par l'arrêt Bosman, mais on ne pouvait pas, par exemple, aligner le nombre que l'on voulait de joueurs étrangers sur le terrain. C'était seulement 3 plus 2, etc. Il est à l'image. Ah, voilà, à Bosman. Et donc, avant cet arrêt Bosman, les ligues européennes... On peut peut-être préciser de quoi il s'agit. Oui, alors l'arrêt Bosman, c'est ce joueur qui voulait quitter un club belge pour revenir jouer à Dunkerque. Et il a été victime de ce qu'on appelle une clause de réserve ou un système de transfert et de réserve. Le club peut empêcher le joueur de partir et lui proposer de jouer un salaire défini par le club. Et Bosman trouvait que ce salaire qui était proche du SMIC était insuffisant. Il voulait partir à Dunkerque. Et le club belge s'y étant opposé, Bosman s'est porté devant une cour de justice et il a dit c'est contraire aux règles européennes sur la liberté de circulation des travailleurs. Et après des rebondissements divers et variés, en 1995, la Cour de justice européenne a tranché en décembre 1995. Bosman avait raison. Il y avait une infraction du sport vis-à-vis de cette règle européenne. Et donc, depuis, il y a une jurisprudence Bosman. Si un club cherche à empêcher un joueur de bouger, il est dans l'illégalité et il sait qu'on va lui appliquer la jurisprudence Bosman. Donc, en fait, aucun club ne le fait plus. Et donc, il y a une libre mobilité des joueurs. Donc, l'effet de l'arrêt Bosman, il y en a deux. C'est la dérégulation des ligues européennes comparées
aux ligues américaines dont je parlais tout à l'heure. C'est beaucoup moins régulé, en particulier sur l'emploi. Et deuxièmement, c'est une mobilité des joueurs beaucoup plus grande. Les joueurs américains bougent entre le Canada et les États-Unis, hein, grosso modo, et Porto Rico éventuellement, mais voilà, pas plus loin. Alors qu'il y a un marché mondial des footballeurs, depuis Larry Bosman, ou des basketteurs d'ailleurs, plus ou moins. Et puis, l'autre chose, c'est un impact sur les salaires. On a parfois certains économistes ont parfois écrit que Larry Bosman a eu comme conséquence l'inflation des salaires. Ça n'est pas tout à fait exact, c'est en partie exact. Ça a permis, en effet, aux joueurs les plus talentueux de jouer sur la concurrence entre les clubs de tous les pays du monde. Et pour les superstars, l'arrêt Bosman s'est traduit par une hausse des salaires, mais pour eux seulement. J'oserais pas dire qu'il y a des tâcherons du football, mais disons pour les joueurs moins cotés, d'une certaine façon, il n'y a pas eu, malheureusement pour eux, d'une certaine façon, cet effet très positif sur leur salaire. Entre la société et le sport, il y a à la fois la méritocratie qui s'est développée un peu partout. Or, le sport, surtout professionnel, est assez méritocratique. Il y a la concentration des gains. Par exemple, il y a eu un livre d'économie aux États-Unis qui a été écrit sous le titre « The Winner Take All ». C'est-à-dire le vainqueur gagne tout. Et le sport fonctionne dans cette logique. On essaye d'être le vainqueur. Pourquoi ? Parce qu'on ne gagnera pas tout, mais on gagnera la part la plus substantielle. Il faut être qualifié en Champions League parce qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et la société fonctionne comme ça. La crise financière dans laquelle on est résulte également du fait que les banques, les traders, les spéculateurs sont des gens qui fonctionnent au winner take all. Je dois gagner mon pari sur le cours de l'euro, ou je dois gagner mon pari sur les prêts aux ménages américains pour qu'ils s'achètent des logements, et je vais moins m'enrichir, quoi qu'il arrive par ailleurs. Et c'est une logique, pour certains économistes dont je fais partie, qui est un peu désastreuse. Enfin, je veux dire, ça ne donne pas une vue de notre société et de son avenir qui soit très, très prometteuse, disons. Il y a, je pense, des paris qui sont faits sur les joueurs. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des joueurs cotés. En revanche, il y a des clubs qui sont cotés en bourse. Ça, c'est absolument certain. Il y a une vogue de la cotation des clubs en bourse qui était vers la fin des années 90, début des années 2000, au moment de la fameuse bulle financière Internet, soi-disant Internet. Vous avez une belle image, hein. Ah voilà. Alors ça voilà votre joueur coté. Voilà. Lui il est vraiment coté parce qu'il est sur un billet. Voilà, sur un billet. Évidemment, ce billet n'est pas un vrai billet. D'abord, c'est un billet de la Banque de Russie parce que le financier du club anglais est un russe, un oligarque russe. Mais pourquoi pas d'ailleurs, on peut très bien imaginer. Oui. C'est une manière de le coter. D'ailleurs, je dirais que non plus Pasteur ou Fleming, mais un joueur de football. Il y a de fait une sorte de cotation implicite des joueurs de foot qui est que les revues publient tous les ans la liste des plus gros salaires. Et là, c'est indirectement une sorte de cotation. Mais ce n'est pas une cotation en bourse, c'est une cotation par les médias. Par contre, la cotation en bourse, ça existe pour des clubs, mais c'est une formule qui était très, très en vogue il y a une dizaine d'années. Malheureusement, la plupart des clubs cotés en bourse ont vu leur cours s'effondrer. La seule exception étant Manchester United. Et alors, on peut se poser la question pourquoi, et les économistes ont une réponse. Quel est le capital d'un club ? Eh bien, dans la comptabilité d'un club, le capital, pour l'essentiel, c'est la valeur des joueurs. Or, la valeur des joueurs, c'est quelque chose qui n'est pas stable du tout. C'est ce qu'on appelle un capital intangible. Si le joueur se blesse, s'il se fâche avec son entraîneur, sa valeur va diminuer et la valeur du club va diminuer. Et donc, sa cotation en bourse également. La place de l'Inde, par exemple. L'Inde est une des très grandes puissances de demain, sinon déjà aujourd'hui. Or, la place de l'Inde dans le sport olympique, par exemple, ou dans le sport international, est une place faible. Alors, ma question, c'est, alors que la Chine, par contre, a un poids considérable, est-ce que, au fond, il manque quelque chose à l'Inde ? Est-ce qu'il faut que l'Inde se conforme à ce modèle, qui est au fond un modèle que nous avons édicté ? Le sport, c'est le sport spectacle et le sport professionnel à l'échelle de la planète, ou bien... Non, justement, l'Inde est un des pays... Enfin, il y a des pays qui, parce qu'ils sont très petits, très pauvres, etc., africains, ne se conforment pas au modèle dont on parle parce qu'ils ne le peuvent pas, tout simplement. Ils n'en ont pas les moyens. Mais l'Inde, si on reprend l'explication des médailles, a une énorme population.
son produit intérieur brut par tête est en train d'augmenter. C'est un des pays émergents. Donc c'est un pays dont un économiste pourrait penser spontanément qu'il devrait gagner beaucoup de médailles. Or, on constate que l'Inde gagne 3 à 4 médailles par jeu. Et donc ça veut dire qu'il y a d'autres déterminants. Il ne faut pas croire uniquement ce que racontent les économistes. Bien sûr, on a une rationalité, mais l'Inde est un pays, à mon sens, qui n'a pas une stratégie olympique, par exemple. Et ils ont sans doute, il y a une politique sportive en Inde, mais il n'y a pas une politique qui vise, comme dans les pays européens ou dans un certain nombre de pays du monde, ou comme en Chine. Ce n'est pas exclusivement capitaliste. La Chine communisto-capitaliste est dans le modèle, alors que l'Inde est hors ce modèle que vous rappeliez. Ils ne sont pas polarisés sur le gain de médailles, et en fait, ils se sont spécialisés, peut-être pour des raisons culturelles ou en raison de l'influence anglaise passée, dans des sports où ils sont très très bons, comme le cricket par exemple, mais voilà, c'est pas une nation olympique. Ça n'est pas une nation olympique, elle est en dehors de cette logique, et il n'y a pas que l'Inde, mais l'Inde est un pays qui pourrait l'être. Donc si elle ne l'est pas, c'est qu'ils ont choisi de ne pas l'être. La lutte contre le dopage, pour beaucoup d'économistes, c'est un échec. Pourquoi ? Parce qu'on définit une liste de produits qu'il est interdit de prendre ou de techniques qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Alors notamment dans le cas des substances, il y a un seuil. C'est-à-dire si vous avez de l'EPO en dessous d'un seuil, vous n'êtes pas dopé. Si vous êtes au-dessus du seuil. Ça a deux effets très mauvais. Le premier, c'est que tout sportif propre est incité à se doper jusqu'au seuil. Donc le fait d'avoir un seuil de dopage, ça incite en fait les gens à se doper au moins un peu, alors qu'ils n'y auraient peut-être même pas pensé. Et puis au-dessus du seuil, eh bien, ça conduit les labos de pharmacie, les médecins, etc., à inventer de nouveaux produits ou de nouvelles techniques de dopage. Donc il y a une course entre l'innovation pharmaceutique et médicale et le dopage qui est perdu d'avance. Il y aura toujours un produit nouveau. Donc il ne faut pas procéder comme ça. Alors que si l'on part du dilemme du prisonnier, donc si je me dope, c'est-à-dire je triche, parce que je suspecte que l'autre pourrait tricher. Voilà l'idée. Eh bien, de cela, on peut dériver une solution, une formule, elle est peut-être un peu utopique, mais il faudrait la tester au moins, de lutte contre le dopage qui serait celle-ci. Passons une charte entre tous les athlètes d'un sport, acceptant que chaque athlète déclare en début de saison, par exemple, quel est son protocole de pharmaceutique ou médical. Quels sont tous les produits qu'il va utiliser ou les techniques médicales qui vont lui être appliquées. Tout le monde inscrit ça, c'est dans un document. On peut supposer qu'il n'y met que des choses pas dopantes, mais il peut y mettre des choses dopantes, on n'en sait rien. Imaginons qu'il gagne très souvent des compétitions. Plusieurs autres athlètes le suspectent à ce moment-là de dopage et demandent la divulgation du protocole, sous réserve qu'eux-mêmes divulguent le leur. Et s'il y a un accord des athlètes qui se fait sur cette base-là, évidemment, les athlètes mettront de moins en moins de produits dopants dans leur protocole. Il y a une autre dimension que j'aimerais souligner parce qu'il me semble qu'elle apparaît aujourd'hui dans la société, qui fait que parfois je me pose la question de savoir si on est encore dans le capitalisme ou si on n'est pas dans un système postérieur, malheureusement pire que le capitalisme. C'est ce fameux système où le gagnant gagne tout. Voilà, ça fonctionne comme ça. J'élimine tous les autres et je les élimine éventuellement par des procédés pas corrects. C'est-à-dire je ne joue pas les règles. Voilà, mon problème, c'est que l'avenir du jeu, c'est que ça peut devenir un jeu qui n'est pas joué selon ses règles, par les gagnants. Voilà. Et les gagnants seront systématiquement ceux qui contournent les règles ou les transgressent ou qui imposent leurs règles. Ou qui les imposent. Mais imposer sa règle, c'est en fait imposer au départ une règle informelle à un milieu qui a des règles formelles, puis éventuellement après réussir à la formaliser. Et on voit ça dans la finance. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la finance. J'ai un peu l'impression, ou j'ai peur en tous les cas, que ce soit ça qui se passe dans le sport. Et puis la dernière dimension du jeu futur, c'est qu'il y a une tendance aussi au jeu de plus en plus virtuel. On va jouer les matchs de foot à la maison, sur son écran d'ordinateur. C'est une tendance qui risque aussi de nuire au sport vrai, c'est pratiqué sur un terrain, disons.